Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Je suis Dylan Galeni. Comme toujours, on parlera de physique dans cette session à travers cet exercice qui parle bien évidemment des lois de Newton. Donc voici l'énoncé. On place dans le vide deux plaques métalliques A et B, distantes d'une distance petit d égale à 5 cm. On établit entre les plaques une DDP, différence de potentiel U, d'intensité donnée. On choisit comme repère d'étude le repère OIJ. Bon, voilà la représentation de la situation là. Voilà nos deux plaques horizontales, nos deux plaques métalliques. Comme question, on nous demande premièrement de représenter sur la figure ci-contre le champ électrique E existant entre les plaques A et B ainsi que les signes des deux plaques. Bon, il y a tellement de questions là et je propose que l'on engage directement la solution, en tout cas de la première question. À la première question, je rappelle, on nous demande de représenter sur le schéma le champ électrique qui existait entre les deux plaques A et B. On dira donc ceci. Entre les deux plaques métalliques, il existe une différence de potentiel. Donc, la DDP existante entre les deux plaques métalliques va créer en son sein un champ électrique uniforme. Donc, retenez que lorsque on a deux plaques métalliques, qu'on crée deux plaques métalliques distantes d'un certain D, qu'on crée une différence de potentiel, il se crée automatiquement un champ électrique E perpendiculaire à cette plaque et d'intensité E égale à UCD. Le sens de celui-ci, c'est-à-dire le sens de ce champ, dépend de la polarité des plaques. La direction étant commune perpendiculaire aux plaques, les plaques étant horizontales, donc ce champ sera vertical. Il est donc nécessaire de polariser afin de déduire le sens du champ naturellement. On a précisé là dans l'énoncé que UAB qui est VA moins VB qui est supérieur à 0, ça signifie que VA est supérieur à VB. Tout ceci pour nous permettre de polariser les plaques. Ici on pourra donc dire que la plaque jaune, la plaque horizontale jaune, la plaque A porte le signe plus, la plaque horizontale B en bas porte le signe moins. Entre ces deux plaques, il y a une tension, donc il y a donc la création d'un champ électrique. Et ce champ électrique est perpendiculaire à l'orientation des plaques, donc vertical puisque les plaques sont horizontales, et dirigé de plus vers moins, donc descendant. Voilà donc le champ électrique qu'on aura représenté. À la deuxième question, très vite, on nous demande de caractériser ce champ, de donner ses coordonnées. Caractérisation, le champ électrique E qui se crée étant un vecteur. Comme caractéristique, on a la direction est verticale, rappelez-vous, descendant à cause de la polarité qu'on a déduit. Le sens descendant, oui, vers le bas à cause de la polarité, comme je disais. Le point d'application, tout point de la région entre A et B. Et je tiens à préciser, le champ électrique qui existe entre ces deux plaques-ci, ce n'est pas appliqué à un point précis, c'est appliqué à n'importe quel point de cette zone. C'est-à-dire en ce point il y a un champ électrique, en ce point il y a un champ électrique, en ce point il y a un champ électrique. Et ce champ électrique est uniforme, toujours vertical, toujours descendant et à la même intensité. Donc comme intensité, je rappelle, j'ai déjà montré ça, E égale à UCD. On a donné U et on a donné D qui représente la distance entre les deux plaques, qui donne 40 000 volts par mètre. Voilà tout en ce qui concerne les caractéristiques de mon champ E qui se crée. Ensuite, on demande les coordonnées de E conformément à mon repère, bien évidemment. Rappelons le repère, voilà le repère OIJ. Je constate que le vecteur E est seulement contenu sur la verticale, donc ses coordonnées, son abscisse sera 0 et son ordonnée, ça sera moins E, moins parce que c'est dirigé vers le bas et le sens de l'orientation de mon repère est vers le haut. Donc les coordonnées du vecteur E, autant pour moi, sera donc 0 et moins E. E étant 40 000, en application numérique, on aurait 0 moins 40 000, conformément à l'orientation du repère, bien sûr. Donc c'était tout pour la deuxième question. Intéressons-nous à la troisième question. À la troisième question, on dit ceci. À l'instant t égale à 0, c'est-à-dire à l'instant initial, un électron E animé d'une vitesse donnée pénètre en nous dans le condensateur formé par les deux plaques. Le premier volet, on demande de faire l'inventaire des forces agissant sur l'électron lorsqu'ils sont trouvés dans le champ E. Donc voici la situation entre nos deux plaques. Là, on a un électron qui pénètre là, ici au milieu de ces deux plaques avec une vitesse V0 horizontale. On a donné assez d'informations là-dessus. On nous demande ensuite de représenter toutes les forces extérieures qui s'appliqueraient à cet électron. Naturellement, l'électron ayant une masse a donc un poids. Donc on a donc la présence de ce poids qu'on pourra justifier. On a le poids qui est vertical, toujours descendant. Et on a aussi la création d'une force électrique parce qu'on a une charge qui est présente dans un champ électrique. Rappelons-nous que dans cette zone règne un champ électrique. Notre particule étant chargée, la force électrique va donc s'auto-créer. Et la force électrique et le champ électrique ont la même direction, même sens si la charge est positive et le sens contraire si la charge est négative. Notre particule ici est un électron, c'est-à-dire chargé négativement. La force a la même direction que eux, c'est-à-dire verticale, mais orientée dans le sens contraire, donc dans ce cas montant.
Là, il y a assez d'explications sur les distances de F et E, la force électrique F et le poids P. Voilà les deux forces qui agiront sur notre particule. Le deuxième volet, on demande de montrer que le poids de l'électron est négligeable devant la force électrique. D'abord, il faut avouer qu'il y a ces deux forces. Les deux forces extérieures sont le poids et la force. Ensuite, on nous demande de montrer que ce poids qui est là est négligeable devant cette force. Voyons voir. On se propose d'évaluer le rapport P sur F. P sur F, P étant mg, F étant la force électrique qui est Q fois E. Donc là, j'ai directement fait l'application numérique. P est connu, F peut être déterminé. Le rapport P sur F nous donne cette valeur qui est très petit par rapport à 1. Ce rapport-ci est inférieur à 1. Généralement, lorsqu'on nous demande de montrer qu'une certaine grandeur est négligeable devant une autre grandeur, il est préférable de faire le rapport. Par exemple, P sur F. Je fais le rapport P sur F, je me rends compte que c'est très petit par rapport à 1. Ça veut dire que P est très petit par rapport à F étant très petit. On peut donc le négliger. Donc ça veut dire que dans la suite, on va considérer que notre particule n'est soumise qu'à l'action d'une seule force extérieure étant la force électrique. Donc c'est vrai qu'il y a quand même le poids, mais on a négligé le poids. Ensuite, nous poursuivons à répondre à la question suivante. On demande de déduire le sens de déviation de l'électron. Puisqu'on s'est accordé au départ, on avait deux forces extérieures, le poids là et la force électrique là. Ce poids, on a justifié qu'il peut être négligé devant cette force. Donc on va donc considérer que cette force électrique qui se crée sera la seule force. Bon, considérer bien sûr. Et dans la seule force, mon électron va donc dévier dans le sens de cette force. Cette force étant vers le haut, ma particule va donc dévier vers le haut. Parce que même si P existe, P est négligeable et c'est F qui va l'emporter. Donc ça veut dire que F va entraîner la particule vers le haut conformément à son sens. Ensuite, poursuivons. J'espère vraiment que vous comprenez. Ensuite, on demande de déterminer les équations horaires du mouvement de l'électron et en déduire l'équation de sa trajectoire. Les équations horaires. Oui, nous sommes sur les équations horaires. Bon, on commence toujours par les théorèmes de centre d'inertie. F égale à MA, F étant QE, là ce n'est vraiment pas un problème. Ensuite, on a les coordonnées de A. Le vecteur A égale à Q sur ME. Connaissant les coordonnées de E, rappelez-vous 0 moins E, on a les coordonnées de A qui sera 0 moins E qui est là. J'espère que vous comprenez. Bon, aussi on a Q égale à moins E. Q étant un électron, ça sera donc négatif. En remplaçant là, Q par moins E, on a donc AX là, AY là. Ainsi, on a donc, grâce au théorème du centre d'inertie, les coordonnées de l'accélération. Je rappelle que pour déterminer les équations horaires, il est préférable de commencer par déterminer les coordonnées de l'accélération. C'est toujours la base. Et ces coordonnées nous sont données par quoi? Le théorème du centre d'inertie. Ayant donc les coordonnées de l'accélération, on rappelle la formule des équations horaires x dt, y dt. J'espère que vous avez déjà eu à rencontrer ça. Donc là, AX est connu, AY est connu, V0, X, V0, Y, ce sont les coordonnées du vecteur V0 qui est V0, 0. Parce que rappelez-vous, le vecteur V0 était horizontal, orienté positivement conformément au vecteur. X0, Y0, il commence son mouvement à l'origine, donc ça fait 0, 0. En remplacement, on aurait quoi? X de t égale A, X qui est V0, on resterait avec V0, X qui est V0, V0, T, Y de t égale à ça. Donc voilà donc l'équation horaire. On remplace juste ces valeurs. Ensuite, par application numérique, on aurait ceci. Bon, ça c'est juste l'application numérique. En fait, voici ce qui m'intéresse. Voilà l'équation horaire qu'on a déterminée. L'équation de la trajectoire, il suffit de se débarrasser du temps. On tire le temps là, t égale à x sur v0 et on remplace, on aurait donc cette équation-ci. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de problème. C'est aussi simple. On a donc y de t et on se rend compte qu'il s'agit d'une parabole centrée. En application numérique, on aurait y de t égale à 1,4 de x carré en remplaçant toutes ces éléments, c'est par leur valeur étant connu, bien sûr. Voilà donc l'équation de la trajectoire. Bon, je m'excuse, là c'est y de x, parce qu'ici on a pris affaire au temps. On parle de temps lorsqu'on a aux équations horaires. Donc c'est y de x égale à e sur 2 mv0 carré x carré. C'est y de x là, je suis désolé. Ensuite, on va poursuivre. On demande les coordonnées ys du point de sortie S. En S, nous avons x égale à L qui égale à 10 cm. Voyons voir. Il y a un schéma là qui essaie un peu de présenter. Voilà la situation. On a vu que notre particule va être déviée vers le haut, comme ceci. Maintenant, on s'intéresse au point S, au point de sortie, ici au point S. Maintenant, on demande cette ordonnée, c'est-à-dire le point S qui est le point de sortie, on demande son ordonnée. Ce point S, son ordonnée, on ne le connaît pas, c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande. Par contre, on connaît son abscisse qui est quoi? Son abscisse correspond à quoi? À L, puisqu'il est à la fin de la plaque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque pour un point, j'ai une coordonnée, l'abscisse et je cherche l'autre coordonnée, l'ordonnée.
là, on va utiliser l'équation de la trajectoire. Parce que l'équation de la trajectoire donne une relation entre les coordonnées. J'ai donc y de x égale à 1,4 x carré. Je connais x qui est L, qui est 0,1. En remplaçant juste x par sa valeur, j'ai le y correspondant et qui correspond à 14 mm. Donc on dira donc que l'ordonnée recherchée YS, l'ordonnée à la sortie au point S, est 14 mm. Ensuite, je crois enfin, on me demande la déviation angulaire alpha. C'est quoi la déviation angulaire? Revenons encore sur le schéma qui essaie de représenter l'évolution de ma particule. Là, on se rend compte que ma particule est entrée au tout début de l'entrée dans la zone horizontalement et ressort comme ceci. Parce qu'on considère qu'en S, il y a une vitesse qui est orientée comme ça, puisqu'il a tendance à davantage monter. On se rend compte qu'il ne sort pas comme il est entré. S'il faut représenter ça comme ça, il est entré horizontalement et il essaie de ressortir comment? Obliquement. Cet angle-ci, l'angle-ci entre ces deux directions sera donc la déviation. Puisque on a présenté ce que c'est que la déviation, on rappelle la formule. En fait, puisque la déviation, on s'intéresse à S, la déviation est donnée par le vecteur vitesse. La vérité est que voici l'expression. On a tangente alpha égale à quoi? Vsy sur Vsx, qui est la composante verticale du vecteur Vs sur la composante horizontale du vecteur Vs. Rappelons l'expression du vecteur vitesse. On a Vs x égale à V0, on a Vsy égale à E sur Mt. Puisqu'il s'agit de S, ça sera ds. Maintenant, pour déterminer Vsx, ce n'est vraiment pas un problème, c'est V0, conformément aux coordonnées de V, comme on va ici bien faire. Vsy, je ne peux pas déterminer Vsy parce qu'il me manque ds. Donc voilà donc le problème ds. Je reviens maintenant dans l'équation horaire. J'ai donc quoi? J'avais x de s égale à, j'avais s égale à V0t. Donc on peut revenir là si vous voulez. On avait x égale à V0t. Maintenant, à S, S c'est un point particulier. S c'est un point où x vaut L. Quand x vaut L, t vaut ds. Donc, c'est-à-dire, au point S particulièrement, c'est que vous avez le cas de voir, au point S particulièrement, on aura xx qui a pour égal à L, qui sera égal à V0 ds. On dit donc ds qui est égal à quoi? L sur V0. Et on vient remplacer là, parce que ds était le problème. On a donc Vs y. Rappelons, on a Vsx qui est égal à ça, on a Vsy qui est égal à ça. Donc la tangente recherchée qui serait Vsy sur Vsx serait ça sur ça qui donne ça. Et en application numérique, on trouverait alpha égale à 15,71 degrés. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, ce sera tout pour cet exercice. On a clairement parlé des lois de Newton là, on a appliqué la deuxième loi, principalement le théorème du centre d'inertie. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochaines vidéos portant naturellement sur les applications des lois de Newton. Je rappelle que la version numérique de cet exercice, comme toujours, est disponible sur nos pages Facebook. Merci pour votre dédicace.